Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'Alter JT+, la JT+, un AJT+, consacré ce jour à la pédocriminalité. J'accueille sur ce plateau Stéphanie Taquet et Laurence Graton. Bonjour mesdames. Bonjour Xavier. Qui sont cofondatrices de l'association Motus. Motus, ça veut dire quoi? C'est Mouvement d'opposition aux transgressions sexuelles, urgence sociétale. On regarde tout de suite un reportage sur la pédocriminalité dans l'histoire et on revient sur ce plateau pour en discuter avec vous. Un tabou est un sujet qu'il serait malséant d'évoquer en vertu des convenances sociales et morales. Or, en France et dans plusieurs institutions, il semble que la pédophilie soit encore tabou. Est-ce une tradition culturelle ? Dans certains milieux et depuis des siècles, la pédophilie passe pour un modèle, tout en restant discrète. Louis XV n'a jamais été effarouché de coucher avec de jeunes pucelles mises à disposition par la Pompadour pour asseoir son pouvoir. Selon Marion Sigaud, une historienne qui a analysé des registres d'entrée et de sortie de certains enfants à l'hôpital général entre 1748 et 1756, personne ne sait ce qui est advenu d'une partie d'entre eux. Les quelques parents qui ont essayé de faire entendre cette injustice ont été traités de fous. C'est peut-être pour cela qu'en 1757, un domestique de magistrat parisien, M. Damien, blesse le roi. Il demandait à ce que cesse l'enlèvement de sa fille. Il a été arrêté et torturé. Comment abandonner cette culture des viols sur les enfants par certains dirigeants? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Certains de nos contemporains ne s'indignent toujours pas de la culture du viol sur mineurs. En 1977, Roman Polanski plaide pourtant coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure de 13 ans, avant de prendre la fuite. Vous avez des regrets de ça? Mais naturellement, ça fait quand même 33 ans. Bien sûr, j'avais des regrets il y a longtemps. Quelque temps après, lorsque l'affaire éclate, des intellectuels et des notables prennent la défense de Polanski. À leurs yeux, certaines élites auraient le droit de commettre des viols. Roman Polanski est un enchanteur. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il est un enfant du ghetto de Cracovie. Sa mère a été déportée et assassinée par les nazis. C'est un peu sinistre, cette histoire, franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier. Ça n'est pas la première fois que la notion de culpabilité est remise en question, malgré l'opinion publique qui se situe clairement du côté des victimes. La marche blanche en octobre 96 restera dans les mémoires. Tout un pays derrière les parents des victimes, mais aussi contre les dysfonctionnements de la justice et de la police. On évoque alors l'hypothèse d'un réseau pédophile protégé par les plus hautes instances. La population est en colère, d'autant qu'en avril 98, Marc Dutroux s'évade du palais de justice. La cavale ne durera que quelques heures, mais aura de profondes répercussions. La réforme de la police et de la justice et la démission de 2 ministres. Après plus de 7 ans d'enquête, le procès du siècle s'ouvre finalement en mars 2004. En juin, le verdict est rendu. Dutroux est condamné à la perpétuité, son complice à 25 ans de prison, sa femme à 30 ans. C'est elle qui a laissé mourir de faim Julie et Mélissa pendant que Dutroux était en prison. Autre affaire de viols industriels, ceux de Zandvoort. Marcel Vervlozen est condamné pour diffusion de matériel pédopornographique alors qu'il aurait simplement amené un CD-ROM à la justice. Un CD-ROM hallucinant avec 472 photos d'enfants que certains services de police, notamment néerlandais, identifient comme une compilation réalisée et diffusée par des pédophiles. Pourtant, le discours officiel de la chancellerie française diffère. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes, qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. Négligence de la part de la justice française ou complaisance? Depuis que le CD-ROM a été rendu public, 81 mineurs ont été reconnus par des proches, dont 2 des fillettes disparues dans Lyon à la même époque. C'est pas habituel, un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Mais en France, la juge d'instruction met en doute les témoignages et affirme que les 81 portraits reconnus sont des sosies. L'affaire est enterrée. La justice serait-elle plus prompte à protéger les criminels qu'à protéger les enfants? Les 6 et 7 avril 2000, Le Figaro fait sa une sur le problème que posent les réseaux pédocriminels et lui consacre 2 pages. C'était une espèce de matérialisation
qu'il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité, en fait, qui s'en prend aux enfants. Au début du XXIe siècle, à Outreau, la parole des enfants, pourtant reconnus victimes, a été bafouée. Était-ce un déni de justice ? Pendant que les violeurs se portent bien, les enfants qui ont grandi semblent perdus. J'ai eu une idée, aller dans la délinquance, pour m'affronter à la justice, pour être tête à tête avec eux, pour aller dans ce tribunal où j'ai parlé et leur dire pourquoi tout ça, pourquoi nous avoir donné une promesse en disant que la justice est la vraie justice. Ça veut dire que la justice va tout faire pour avoir la vraie vérité des choses. Moi, je ne l'ai pas eu. Après, c'est mon avis à moi. Pour moi, Outreau, c'est pas encore terminé. Malheureusement, ça a été jugé. Des personnes ont été acquittées. Bref. Ce sont souvent les enfants des milieux sociaux défavorisés qui sont les victimes, mais les consommateurs, si je puis dire, les prédateurs sont en fait les personnes qui viennent des milieux sociaux favorisés. Parce que quand vous avez des cassettes qui sont vendues 10 000, 15 000, 20 000 euros sous le manteau, il faut évidemment avoir les moyens de pouvoir les payer. Donc, ce qui signifie que des cols blancs, comme on les appelait il y a 30 ans, sont impliqués dans différents réseaux et qu'en conséquence, ils bénéficient, ces cols blancs, de protection. Doit-on se résigner en acceptant qu'aux yeux de la justice, crédibilité ne veut pas dire vérité judiciaire ? Où en sont les lois françaises en 2015 ? Je pense qu'il faudrait vraiment faire de la lutte contre la pédophilie une priorité nationale. Alors, la loi, il n'y a pas d'article spécifique contre les pédophiles, mais bien sûr, on trouve les articles importants qui sont les articles 222-23 à 222-26 qui condamnent les viols. Bien entendu, quand la victime est mineure, il y a une circonstance aggravante, donc qui augmente la peine. Et enfin, il y a une peine qui est la réclusion perpétuelle quand il est accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie. Donc il est bien évident que puisque nous parlons, nous, de viols d'enfants, voire de bébés, de jeunes enfants, je n'irai pas pour vos auditeurs donner les détails de ce qu'on peut voir dans le procès par exemple à Biglisa, où là j'ai vu les codes du dossier, voire même le procès Outreau que je suis en train d'examiner, mais il est bien évident qu'il y a acte de torture ou de barbarie, c'est une évidence. À partir de là, c'est donc l'article 222-26 du Code pénal qui doit s'appliquer, c'est-à-dire normalement la prison perpétuelle, à perpétuité. Voilà. Alors après, il y a un autre article qui à mon avis n'est pas suffisamment exploité, qui est l'article 451 à 454 du Code pénal. Cet article prévoit que quand on s'associe pour préparer un crime, on peut être condamné pour association de malfaiteurs. Et moi, je souhaiterais que les rares condamnations qu'il y a pour pédophilie soient accompagnées d'une condamnation pour association de malfaiteurs. Comment prendre en charge les pédocriminels ? Comment leur faire admettre que quel que soit l'enfant, il n'est jamais consentant ? C'est bien pour cela qu'on les appelle des enfants et non des adultes, car les adultes sont censés être des référents. Comment lever le tabou que dénoncent des enfants et des familles ? Alors, je vais commencer par vous, Stéphanie Taquet, cofondatrice donc de l'association Motus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on en vient à combattre ou à s'intéresser déjà à cette question de la pédophilie et de la pédocriminalité ? D'accord, donc moi j'ai eu un parcours assez particulier. J'ai toujours travaillé dans le domaine du milieu de l'enfance, mais plus particulièrement pendant les 10 premières années de ma vie de travail, on va dire de 20 ans à 30 ans, dans des milieux sociaux éducatifs, auprès des partis politiques aussi, enfants, jeunesse et famille. Et puis sur mon dernier poste, donc mon poste de cadre, où j'avais une vision beaucoup plus globale des loisirs des enfants et donc où je me suis approchée au cœur des familles,
j'ai pu découvrir aussi un autre univers que je ne connaissais pas du tout, qui était celui donc de la maltraitance des enfants, puisque j'étais chargée de mettre en place des structures pour aider les familles en difficulté. Lors de ce dernier poste, j'ai été confrontée notamment à une situation assez particulière, qui était une petite fille en situation d'inceste qu'elle dénonçait. Donc j'ai pu accompagner cette petite fille dans le cadre de mon travail, ainsi que sa maman, dans la procédure judiciaire, et où là, je me suis rendu compte que l'inceste n'était pas inscrit dans le code pénal. Ça a été ma première rencontre, on va dire, dans le milieu des abus sexuels commis sur les enfants. Vous voulez dire que l'inceste ne figure pas du tout dans le... Il a figuré quelque temps suite à un combat qui avait été mené par l'association EVI. Alors l'association EVI, Laurence, il faut que tu m'aides, c'est... L'association qu'a fondée Isabelle Aubry, qui elle-même était victime pendant plusieurs années et en 2 reprises. Il y a eu 2 périodes de sa vie. Elle a été victime de son père qui l'a vendue ensuite à un nombre impressionnant de personnes. L'affaire a été correctionnalisée. Elle s'est mariée un peu plus tard, elle a eu des enfants et puis elle a rencontré quelqu'un qui l'a beaucoup aidée, qu'elle a épousé en 2e noces. Et grâce à cette personne qui était son thérapeute, elle a fondé cette association à IVI qui est essentiellement basée sur la défense des personnes qui ont vécu, qui ont subi l'inceste. Voilà, c'est essentiellement l'inceste. Alors l'inceste, c'est un viol. Je veux dire, on a le mot inceste résonne toujours d'une manière un petit peu édulcorée. On pense inceste, c'est entre personnes de la même famille. Non, mais c'est du viol, c'est de l'agression sexuelle et c'est même pire puisque c'est toujours de la part d'une personne qui est censée protéger l'enfant. Et cette personne profite de la confiance, ou même à l'inverse, de la terreur qu'il peut exercer sur l'enfant pour abuser de l'enfant. C'est absolument destructeur. C'est quelque chose de très grave. Et ce mot inceste a disparu du code pénal. Il devait y avoir une discussion. On attend toujours les conclusions de cette discussion. Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, tout comme d'autres mots ou d'autres décisions judiciaires. La prescription du crime, par exemple. On en est toujours à 10 ans après le crime. Eh bien, il n'y a plus de poursuite possible. 10 ans après la majorité. Ce qui fait qu'une personne qui a enfoui au plus profond de son inconscient les horreurs qu'elle a subies quand elle était enfant, eh bien, si elle s'en souvient après un certain âge, terminé, elle ne peut plus poursuivre l'agresseur. Alors, on est en train de se battre, là aussi, sur ce domaine-là, de manière à ce qu'il y ait imprescriptibilité de ces viols incestueux. Donc, Stéphanie, vous parliez à l'instant de cette rencontre avec une affaire d'inceste, oui, d'un accompagnement de la petite fille et de sa maman, oui, pour porter plainte. Et ensuite ? Donc ensuite, le fait de me rendre compte que dans le code pénal, le mot inceste n'existait pas, par curiosité, j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, sur ces différentes formes d'abus sexuels qui étaient commis sur les enfants. Donc j'ai utilisé la voie d'Internet. Et tout doucement, j'ai glissé dans des rencontres de témoignages de mamans. J'ai accueilli du monde à la maison, notamment une maman où son fils apparaissait sur les CD Zandvoort. Donc cette maman est venue vivre quelques mois à la maison et a tenté de m'expliquer avec ce qu'elle-même elle avait compris sur ces dimensions de réseau pédocriminel la situation en France. Oui, je décide à ce moment-là d'ouvrir un blog, voilà, mais vraiment en tant que maman, en tant que citoyenne, pour dénoncer ce que je découvrais au fur et à mesure sur l'amplitude des abus sexuels commis sur les enfants en France. Le blog répertorie un certain nombre d'affaires, oui, de témoignages. Alors et pas tout de suite, pas tout de suite, pas d'affaires. C'était justement, c'était plus une question de faire un appel à témoins de victimes ou de proches de victimes. Et là, les gens sont arrivés. Et des victimes, beaucoup de proches de victimes aussi, et ça demanderait aussi encore un autre sujet pour en parler, parce que c'est encore d'autres souffrances, mais elles existent. Et c'est à ce moment-là
que des associations également sont rentrées en contact avec moi, voilà, en tant que maman, pour me faire intervenir sur des conférences ou témoigner des personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc là, je suis partie en France, en Suisse, en Belgique, pour rencontrer, on va dire, des personnes clés qui maîtrisaient vraiment ce domaine-là. Ce qu'il a été aussi par le procureur de Montgolfier, quand il est descendu au parquet de Nice pour faire en quelque sorte un peu le ménage, c'est qu'en effet, certains juges, parce qu'ils étaient familiers de cercles comme ceux de certaines loges de la franc-maçonnerie ou d'autres clubs où ce type d'élite et de notables se rencontrent, eh bien, étaient en mesure de faire ce qu'on appelle en termes juridiques du trafic d'influence, c'est-à-dire de se rendre des services au détriment de justiciables. De Montgolfier avait dénoncé à Nice notamment le fait que dans certaines affaires, des pièces de dossier disparaissaient alors qu'elles étaient aux mains exclusives de la magistrature et qu'il y avait donc une sorte de réseau, une sorte, vous dites, un monde parallèle. Il y a cette idée que les notables ou peuvent se voir dans certains cercles et faire leurs affaires entre eux. Voilà, tout à fait. Et donc, dans les affaires de pédocriminalité, vous imaginez, vous suggérez, à partir de quelques dossiers, avec votre association Motus, qu'il en va de même, qu'un certain dysfonctionnement récurrent apparaisse dans ces dossiers, toujours en faveur de ceux qui sont coupables et au détriment des enfants. Je vais peut-être demander à Laurence Graton aussi de nous dire, vous êtes également cofondatrice de l'association Motus. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, comme Stéphanie, de votre parcours, de comment vous vous retrouvez aussi dans ce combat-là? Professionnellement, j'ai donc eu une première expérience directe, donc j'ai pu constater, alors que j'étais assistante maternelle, j'ai pu constater que une petite fille que je gardais devait subir des choses qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Et quand j'ai été face à cette évidence, il m'a fallu plusieurs mois pour enregistrer l'horreur que j'étais en train de voir. Et je la refusais, je la réfutais, je trouvais des arguments pour justifier pourquoi la petite avait un comportement sexuel alors qu'elle marchait à peine, pourquoi elle se masturbait, pourquoi elle se jetait sur mes meubles pour se masturber sur les coins de meubles, pourquoi elle prenait ma main pour la mettre entre ses jambes quand je changeais la couche, etc. etc. Et puis surtout pourquoi elle avait un anus toujours béant. Et après 3 semaines avec cet anus béant, là j'ai été face à cette réalité. Cette petite subit des choses, même si j'avais du mal à l'accepter. J'étais face à cette évidence, il fallait que j'en parle à quelqu'un. J'en ai donc parlé à ma supérieure, à mon infirmière référente, qui devait transmettre ça au médecin de PMI. Et au lieu de protéger la petite, moi je m'étais dit, j'ai fait mon devoir professionnel et mon devoir citoyen. Maintenant, c'est entre les mains de la protection maternelle infantile. Eh bien, pas du tout. La machine a fait marche arrière. Et c'est moi qui me suis retrouvée pour d'autres raisons, bien sûr. On ne m'a pas mis le doigt sur cette affaire-là. On a trouvé d'autres prétextes et on m'a enlevé mon agrément alors que ça faisait 23 ans que j'exerçais ce métier que j'aimais beaucoup. Et ça m'a poursuivie et je n'ai plus pu travailler au milieu des enfants. Enfin, c'est un peu long à expliquer, donc je vais vraiment raccourcir. Mais parallèlement à ça, j'avais une amie qui, elle aussi, avait une petite qui avait dénoncé des choses horribles. Et quand elle a voulu porter plainte contre le présumé violeur de l'enfant, la justice aussi s'est retournée contre elle. Elle a échappé à la psychiatrie, elle a échappé à la prison d'une manière un peu radicale, mais je pense qu'elle a fait le bon choix. Elle a pris sa petite et puis elle s'est enfuie. Plus personne ne sait où elle est, ni même la famille, ni les amis. Ça fait bientôt 4 ans que nous sommes sans nouvelles d'elle et de son enfant. Donc le présumé violeur, géniteur, fait le guignol en haut du beffroi de Lille, il se reconnaîtra. J'ai déjà expliqué ces choses à un gendarme sur commission rogatoire, donc je peux les redire. Il fait le pleurnicheur devant les caméras de télé. Il fait pas mal de plateaux lui aussi, soutenu par l'association SOS Papa. Mais la petite a été très claire quand elle m'a parlé. Peu après Noël, elle m'a dit « Mon papa met son gros zizi dans le trou de mes fesses et ça me fait mal ». Et là, je peux vous dire que la petite, elle n'inventait pas quand elle me l'a dit. Elle m'a donné d'autres détails qu'un enfant de 5 ans ne peut pas inventer.
Au lieu qu'il y ait une enquête, eh bien, c'est la maman de la petite qui était poursuivie pour non-représentation d'enfants. Donc, bien, voilà. Elle a fait, à mon avis, le bon choix. Elle est partie, elle s'est enfuie, elle a protégé sa petite. J'ai commencé à gratter, j'ai commencé à fouiller un peu, et je suis tombée d'horreur en horreur, et je me suis rendu compte qu'en France, nous sommes sous une chape de plomb terrible. Il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui sont violés, et les violeurs sont impunis, sont dans la nature. Pire, parfois, ils se font acquitter et ils reçoivent en bénédiction par-dessus des indemnités qui équivalent des sommes de 250 000 à 1 million d'euros. Bon, eh ben, on a vu ça quand même plusieurs fois dans l'affaire d'Outreau. Ils se reconnaîtront aussi. Je voudrais maintenant, avant d'en venir vraiment aux activités de l'association et au combat lui-même, qu'on fasse un peu un portrait un petit peu large. On a vu dans le reportage que nous avons diffusé, on a parlé de différentes affaires, Outreau, vous venez, Laurence, d'en parler. Hors antenne, vous m'avez parlé d'une fête de la pédophilie et aussi du dark web. Oui, ça fait partie des actions menées quand j'avais ce fameux blog en tant que maman. Du coup, d'autres citoyens se sont joints à moi, des associations partenaires, pour pouvoir dénoncer la fameuse fête ILBD. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, International Love Boy Day. Cette fête, c'est la fête de la pédophilie, donc internationale, qui se fête et qui existe, où le système est le 25 avril, on allume une bougie rose pour quand on est amoureux des petites filles. Et ensuite, le premier samedi qui suit le solstice d'été, c'est une petite bougie bleue pour ceux qui préfèrent les petits garçons. Donc évidemment, ce ne sont pas des gens qui manifestent dans la rue leur amour pour les enfants. Je dis leur amour pour les enfants puisque eux présentent les choses comme ça. Ce n'est pas du tout de mon opinion. Et donc nous, avec différents partenaires associatifs et citoyens, nous avons décidé d'organiser sur la place du Trocadéro à Paris à l'époque, il me semble que c'était en 2007 ou peut-être un petit peu avant, une contre-manifestation qui était d'organiser des lâchers de ballons blancs, notre couleur d'opposition était blanche. Il y avait très très peu de monde, hein. Moi j'étais très déçue dans le sens, pas que moi d'ailleurs, hein, l'ensemble était déçu. On s'est toujours dit, maintenant qu'on a découvert cette fête-là et qu'on va la dénoncer publiquement, on va être des milliers dans la rue, puisque c'est quand même pas possible de trouver sur Internet aujourd'hui des sites qui prônent la pédophilie au nom de la liberté d'expression et où on glisse tout doucement sur des forums. On peut trouver des discours où ils racontent le viol des enfants, où ils racontent comment ils piègent des parents pour profiter du regard sur une petite fille à la sortie d'une école ou d'organiser des séances de babysitting. Enfin, voilà. On tombe dans l'horreur, tout simplement, où on se rend compte que n'importe qui autour peut être la personne que nous sommes en train de lire, puisque un prédateur n'a pas de visage. Ça, c'est très clair, je l'ai compris. Et malgré la forte mobilisation qu'on tentait d'organiser, on était une trentaine sur la place du Trocadéro. Voilà. Donc il y a eu aussi toutes ces déceptions d'organiser des contre-manifestations, des expositions qui se sont appelées Crions nos silences, où des adultes victimes, enfants, venaient témoigner donc de leur souffrance même en tant qu'adultes, avec différents artistes. Il y a vraiment eu des moments très très forts, avec des gros moments de relâchement qui sont suivis, pour glisser tout doucement sur « Ok, on arrête de mener toutes sortes d'actions dans tous les sens, il faut qu'on se pose, qu'on apprenne à regarder comment fonctionne la pédocriminalité. » Et donc on a décidé à ce moment-là d'ouvrir l'association Motus pour construire cette équipe pluridisciplinaire autour de l'accompagnement de quelques familles seulement dans un premier temps, puisque humainement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Je voudrais un mot peut-être de définition, alors de l'une ou de l'autre. De quoi parlons-nous ? On dit pédocriminalité, donc criminalité sur des enfants, mais on pense criminalité sexuelle sur des enfants. En particulier, enfin, c'est de ça que l'on parle. On a dit pédophilie. Pédophilie, est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est... on a parlé d'Outreau, où il y avait plutôt la logique d'un réseau. Alors moi, je ne vais pas expliquer la pédophilie. Je ne suis pas en mesure de le faire.
Par contre, dans notre jargon, dans notre vocabulaire courant, nous faisons une différence entre ce que nous appelons les pédophiles et puis ce que nous appelons les pédocriminels. Pour nous, un pédophile, je dis bien pour nous, je ne me place pas en qualité de scientifique, de médecin, de thérapeute. Pour nous, un pédophile, c'est une personne qui viole son enfant, quelle que soit la manière, qui viole son enfant, mais ça se passe, son enfant ou un enfant, pas son enfant, mais un enfant, ça se passe entre lui et l'enfant, et c'est tout. Un pédocriminel, c'est différent. C'est une personne qui viole aussi un enfant ou qui fait commerce du viol de l'enfant. Et il y a de l'argent derrière, et il y a redistribution des films, il y a redistribution des photos, il y a distribution de l'enfant, il y a commerce de l'enfant sous toutes ses formes. Et là, nous ne sommes plus dans la pédophilie, nous sommes dans la pédocriminalité. C'est du trafic, comme le trafic d'armes, comme le trafic de drogue, comme le trafic, le trafic d'argent, toutes ces formes de trafic. Nous avons affaire à des criminels qui sont organisés, qui fonctionnent en réseau et pas un réseau autochtone. C'est souvent européen, international. Je veux dire, les criminels, les pédocriminels que nous avons en France, on les retrouve dans des affaires en Belgique, en Italie, au Portugal. Dutroux, on va parler de Marc Dutroux puisque c'est quand même, il est quand même emblématique. Marc Dutroux était connu pour avoir aussi trafiqué en Ardèche. Qu'est-ce qu'il faisait en Ardèche? Il était belge. On l'a retrouvé aussi à Nice, dans l'affaire Kamal. Il était aussi là-bas du côté du juge dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure. Bon, quand il y a du fric à se faire, il y a toujours les mêmes requins derrière, et il y a des gens qui peuvent tremper dans des réseaux pédocriminels sans jamais toucher d'enfants, et puis il y a des gens qui, comme dans l'affaire d'Outreau, entre les années 96 et 2000, fin 2000, les enfants ont commencé à parler en début 2001, bien dans cette affaire-là, il y avait des consommateurs d'enfants qui venaient payer pour violer des enfants par plaisir. Et donc, ils avaient la chair fraîche, ils choisissaient leur enfant, on leur présentait des enfants assis sur des chaises, attachés pour la plupart parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire violer. Et alors, ils choisissaient, ils payaient, ils mettaient un préservatif, ils allaient se déshabiller dans une chambre ou dans la salle de bain. L'affaire était filmée, photographiée, et puis quand ils avaient consommé, s'ils avaient redonné un peu d'argent, ils avaient le droit de recommencer. Ça, c'était la première base. Ensuite, ceux qui étaient derrière la caméra ou derrière l'appareil photo. Il faudra aller voir sur le blog Mediapart Daniel Legrand, qui va être jugé du 18 mai au 9 juin 2015 pour les faits qu'il aurait commis alors qu'il était mineur dans cette affaire, disait lui-même qu'il était payé beaucoup plus cher quand il tenait la caméra que lorsqu'il violait les enfants. Donc là, on est vraiment dans le trafic. Là, il y a un commerce. Et puis, il y a les périphériques. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont carrément faire le commerce du film. C'est-à-dire ils n'ont jamais participé à ces choses-là, mais ils permettent que le film soit envoyé en Angleterre, soit envoyé à Tokyo, etc. C'est ça la pédocriminalité. C'est quand il y a de l'argent fait avec des enfants. Pédo-enfants, criminels, eh bien, il y a un crime. Alors nous, on fait bien cette différence. C'est pas du tout comme la pédophilie. C'est deux choses différentes. Mais les deux méritent d'être punis. Je veux dire, je minimise pas du tout la pédophilie. Un pédophile doit être puni, il doit être soigné. Un pédocriminel, d'autant plus parce qu'il y a eu de l'argent en plus. C'est encore plus sale. C'est encore plus sale parce qu'il y a préméditation. C'est encore plus sale parce qu'il y a convoitise, parce que l'enfant, c'est même pas un objet dans cette affaire. Voilà. Donc, en France, il nous arrive de parler de pédophilie. En France, il nous arrive de juger des pédophiles, mais des pédocriminels, on n'en voit pas souvent à la barre de nos tribunaux. On n'en voit pas souvent punis. Alors, on nous parle de complotisme, on nous parle d'un tas de choses pour nous faire oublier la réalité, et c'est ce dont nous sommes venus parler justement, Stéphanie et moi aujourd'hui. La pédocriminalité, c'est un fléau,
C'est un véritable fléau et il faut que les Français lambda, les citoyens, des gens tout simples comme Stéphanie et moi, prennent conscience de ces choses et disent stop, nous voulons non seulement la vérité sur ces affaires, mais nous voulons qu'elles soient jugées et nous voulons que les criminels soient punis. Il y a eu combien de personnes pour Charlie? Il y a eu des centaines de mille de personnes dans les rues pour des crimes odieux. Mais des crimes sur enfants, c'est aussi odieux. Et il n'y a personne dans les rues. Personne se lève pour les enfants. Rien que ça, ça me révolte, ça me fait monter une espèce de courroux que je peux à peine maîtriser. Il est temps que les Français se lèvent. Les enfants, s'ils sont violés par des voisins, ce sont nos enfants. Nous avons la responsabilité citoyenne, nous avons la responsabilité humaine de ces enfants. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de gens ordinaires pour vivre des choses, pour ne plus vivre des choses telles qu'ils les vivent. Régulièrement, tous les X années, on nous parle d'une affaire particulièrement sordide, monstrueuse, aux dimensions importantes. Est-ce que le travail judiciaire n'est pas fait? Comment expliquer, vous avez parlé de complotisme, c'est vrai que si, comment expliquer si dans toutes ces affaires il n'y a pas de sanctions, on ne peut pas imaginer que tous ces réseaux soient protégés. C'est un peu gros. Oui, je comprends votre intervention. Il faut savoir qu'en France, justement, c'est pour ça que c'est important de parler de l'affaire Outreau. Il faut réussir à comprendre... Si vous pouvez la résumer un petit peu. Oui. Parce que le souvenir, c'est que c'est l'erreur judiciaire. Un juge d'instruction s'acharne sur des gens qui ont été mis en cause et dont l'affaire révèle qu'ils étaient innocents. Ça, c'est pas votre version, je crois. Les acquittés d'Outreau. Non, ce n'est non, très très loin d'être notre version. Et cette affaire Outreau, donc, telle que beaucoup de citoyens français s'en souviennent, c'est justement dans leur esprit, des enfants ont menti et ont fait mettre en prison des personnes non coupables. Seulement, il ne faut pas omettre qu'il y a aussi une autre vérité judiciaire, qui est des enfants ont été violés et ont été reconnus victimes par la justice et indemnisés. Donc il y a bien eu crime, mais peut-être que les coupables n'étaient pas ceux que l'on pensait. Peut-être que les coupables n'étaient pas ceux qu'on pensait. Il faut savoir que de toute façon, on n'a pas le droit de remettre en cause une vérité judiciaire, donc à aucun moment, moi je ne peux vous dire publiquement que les acquittés sont coupables. Voilà, il faut que ce soit très clair. Cependant, il y a aussi des gens qui ont travaillé sur l'autre vérité judiciaire, qui est celle des enfants, voilà, de la parole des enfants. Et pourquoi nous, on s'intéresse particulièrement à l'affaire Outreau en ce moment, bon, c'est lié aussi au procès qui va se dérouler au mois de mai cette année, c'est que les conséquences en France sont juste dramatiques dès qu'un enfant aujourd'hui dénonce un abus sexuel, donc que ce soit d'un proche, que ce soit de plusieurs personnes, que ce soit d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas de frontière au visage des bourreaux. L'enfant est taxé très très souvent de menteur. Il y a des pièces, même de dilatation anale, par exemple, sur des certificats médicaux. Il y a des dessins d'enfants qui sont très flagrants. Beaucoup d'experts vous diront que ce sont des cas d'école, hein, où on voit des sexes béants sortir du ventre de l'enfant pour atteindre la bouche d'un autre enfant. Enfin, très clairement, c'est très sexué. Malgré des preuves concrètes, malgré la parole de l'enfant, très souvent, un parent protecteur qui le croit et qui essaye de le défendre par tous les moyens qu'il peut, le dossier ne sort pas. Il ne faut pas que les gens oublient qu'il y a aussi la vérité judiciaire qui est celle des enfants qui ont bien été violés. Ça, il faut pouvoir le réintégrer parce que c'est très très important. Les enfants n'ont pas menti. Ils ont été violés. Dans l'affaire d'Outreau. Oui. Dans l'affaire d'Outreau. Je le dis, c'est important puisque pour suivre des familles régulièrement sur le terrain judiciaire, pour me présenter moi-même auprès de la police avec des dossiers que je peux recevoir pour faire des signalements d'enfants en danger, par exemple, j'ai toujours la même phrase qui me résonne aux oreilles, c'est « Madame, ici on ne va pas refaire l'affaire Outreau ». Il est vrai qu'un enfant peut être amené à taire
un crime dont il est victime, parce que ce qu'on peut appeler un conflit de loyauté, quand c'est ses propres parents qui abusent de lui, il ne veut pas avoir l'air de condamner ses parents. Mais s'il est possible de convaincre un enfant de taire un crime, il est probablement aussi possible de convaincre un enfant d'inventer un crime. Alors comment est-ce qu'on s'y prend dans ce cas-là ? Surtout quand les enfants, évidemment, sont nouveau-nés, tout petits. Quand on a un petit enfant, on sait à quel point le réel est quand même oui, on va dire que l'enfant imagine beaucoup. Alors effectivement, l'enfant a beaucoup d'imagination. Et le souci dans ces cas-là, justement, c'est que l'imagination devient trop réelle. Quand un enfant se met à vous décrire de façon très très précise ce qui apparaît être un viol, donc on peut parler de la sodomie, donc lui, l'enfant ne va pas dire qu'il s'est fait sodomiser. Il va dire qu'il a mal, qu'il a un zizi dans les fesses, qu'il reçoit du lait sur la bouche, il va employer ces mots. Et il y a aussi la répétition des faits, le croisement de la parole des enfants qui vivent la même chose et qui ne se concertent pas, ils n'organisent pas de chat pour dire, alors on va dire à l'âge de 4 ans ou de 6 ans que lui nous a mis le zizi dans les fesses, elle nous a mis un objet dans la bouche. Voilà, il n'y a pas de concertation entre les enfants. Moi et Laurence, jamais on ne sera en mesure de vous dire si un enfant ment ou ne ment pas, puisque de toute façon, nous ne sommes pas habilités, nous, même en tant qu'association, à dire si l'enfant dit la vérité ou non. C'est bien pour ça qu'il existe des experts pour le faire. Et il y a des experts, heureusement, qui font parfaitement leur travail. Quand je vous parlais de cas d'école tout à l'heure, sur des dessins des enfants, il y en a qui vont très rapidement vous dire oui, cet enfant est violé. Et c'est tout un accompagnement, c'est des séances pleines, entières, avec différents supports pédagogiques, psychologiques, qui vont accompagner l'enfant tout doucement à pouvoir révéler ce qu'il a subi avec ses mots et avec les traumatismes qui se portent. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 2,5% des dénonciations d'enfants qui sont fausses. Et elles tiennent 10 minutes. Donc, avec ce chiffre-là, on va le mettre dans l'autre sens. Il y a 97,5% des dénonciations qui sont authentiques. Et quand je dis qu'elles ne tiennent que 10 minutes pour les 2,5 restantes, eh bien, c'est quand ils sont interrogés par une personne autre que la famille, par une personne qu'ils ne connaissent pas. Tu es sûr que ce que tu as dit est vrai? Et l'enfant, au bout de, allez, je dis 10 minutes, un quart d'heure, il a perdu ses moyens et il dit la vérité. Un enfant peut mentir, mais ce n'est pas dans le cadre du mensonge tel qu'on l'entend nous adultes. C'est-à-dire qu'un enfant peut dire des inexactitudes. Dans l'affaire d'Outreau, par exemple, les enfants ont dit des inexactitudes parce qu'il est très difficile, 4 ans après les faits, de pouvoir se souvenir d'une chronologie. D'abord, est-ce que tu te souviens comment tu es habillée la semaine dernière? Et moi, je ne sais même pas, il y a 48 heures. Donc, difficile 4 ans avant. Quand un enfant, si vous avez eu des enfants en bas âge, l'exemple que je vais vous donner va vous parler. Un enfant vous dit « Hier, j'ai vu mon papy ». Hier, tu n'as pas vu ton papy. Hier, tu étais à l'école. Mais si je te dis, hier, j'ai vu mon papy. Mais non, hier, tu étais à l'école. Mais pourquoi? Il insiste sur le fait qu'hier, il avait vu son papy. Parce que pour lui, hier, c'est ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Est-ce qu'il a menti? Quand il dit, hier, j'ai vu mon papy, est-ce qu'il a menti dans son vocabulaire à lui? Non. Parce que pour lui, hier, c'était bien, il y a 2 jours. Voilà. Alors dire qu'un enfant a menti parce que d'un point de vue chronologie, il ne peut pas se repérer, parce que dans l'affaire d'Outreau, par exemple, l'avocate du curé a sauté sur un gamin en lui disant ah, tu dis que mon client t'a violé, qu'il t'a emmené dans sa chambre, dis-nous les détails de la tapisserie. Il fallait qu'il s'en souvienne, ça datait de 4 ans. Eh bien, le gamin, complètement hébété par la question, n'a pas pu répondre. Elle s'est mise à hurler. Voyez, c'est un menteur, il est incapable de... Bon, ben non, il n'a pas menti. Non, je suis désolée, c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il a menti. Dans l'affaire d'Outreau, il y a eu 4 condamnations, hein, c'est ce que il y a eu 4 condamnations. Il y a eu Thierry Delay, qui a été condamné à 20 ans de prison. Il y a eu Myriam Badawi, qui a été condamnée à 15 ans
et qui n'en a même pas fait 12, qui s'est quand même payé le luxe d'aller faire un pèlerinage à Lourdes alors qu'elle était en prison, qui s'est payé le luxe de faire du cheval, qui s'est payé le luxe de se refaire faire le portrait. Ensuite, là, on rentre dans des détails qui sont dans des difficiles détails, voilà. Mais c'est juste pour essayer de planter mais... le décor, puisqu'il y a eu au départ 17 adultes qui ont été inculpés, 4 ont été condamnés, 1 est mort, il y en a 6 qui ont été acquittés en première instance et 6 qui ont été acquittés en deuxième instance. Et ils ont tous été arrosés d'indemnités faramineuses qui sont payées avec vos impôts et avec les miens. Et la vérité judiciaire dit qu'ils sont innocents quand même. Alors, la vérité judiciaire dit qu'ils sont acquittés. Et j'insiste, acquittés ne signifie pas innocent. Quelle est du coup votre interprétation des choses, peut-être Stéphanie maintenant, donc il y a un certain nombre d'affaires régulièrement de réseaux de pédocriminalité et votre constat c'est que régulièrement là encore la justice ne fait pas son travail jusqu'au bout, complètement, avec toute la sévérité qu'il faudrait, etc. Est-ce qu'on peut parler d'une culture de l'impunité? Est-ce qu'on peut dire que c'est les élites qui se protègent? Mais dans le cas d'Outreau, est-ce que c'était vraiment des élites? Comment expliquer Ça peut être un peu tout ça. De toute façon, il y a un peu de tout ça. Mais moi, ce que je constate, en tout cas sur le terrain, et où pour moi c'est d'autant plus flagrant quand je m'approche des autorités, c'est la peur. Hein. C'est la peur aussi qui fait que dès qu'un enfant commence à parler d'abus sexuels, on va dire les personnes qui font partie de la gendarmerie ou de la police, mais aussi ça peut être des instituteurs, hein, à partir du moment où un enfant ouvre sa parole auprès d'un adulte, il y a la peur de répéter ce qui s'est passé au procès Outreau, puisque tout le monde est persuadé que qu'Outreau, les enfants ont menti, comme j'ai pu déjà le spécifier tout à l'heure. Il faut savoir que dans différents corps de métier, les professionnels sont formés sur l'affaire Outreau. Ils reçoivent une formation avec ce que nous disent les médias aujourd'hui. Donc eux, ils sont convaincus, effectivement, que les enfants ont menti. Donc aujourd'hui, quand un enfant va dénoncer les abus sexuels, il a en face de lui un adulte qui, lui, a l'image de l'autre côté. Attention, je sais que tu peux mentir. Voilà. Ça, c'est très flagrant. Il y a toute cette partie-là, donc je dirais de peur, peut-être aussi de fainéantise, de ne pas vouloir chercher, de ne pas vouloir comprendre, parce que tous ceux qui travaillent dans des corps d'autorité aujourd'hui ont des moyens suffisants pour accéder, on va dire, à la vérité sur la situation de la parole des enfants aujourd'hui en France. Il y a suffisamment de témoignages sur Internet de parents protecteurs, alors que ce soit des mamans ou des papas d'ailleurs, donc protecteurs qui témoignent, on va dire, à cœur et à corps ouvert sur Internet, en signant des pétitions, en hurlant leur douleur, parce qu'ils ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Leurs enfants sont violés, ils vont dénoncer les viols de leurs enfants en se disant « chouette, hein, je pousse la porte de la police et tout s'arrête, le cauchemar s'arrête, l'enfant ne va plus chez le bourreau, il rentre à la maison et on va essayer de se reconstruire. Hein. » Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va à la police, on dénonce des viols, ça part en instruction ou non. Si l'on est témoin d'une violence faite à des enfants, d'une agression sexuelle, et que l'on ne peut pas avoir confiance, parce que c'est un petit peu ce que vous suggérez, complètement en tout cas, dans la police ou la gendarmerie, vers qui peut-on se tourner? Et quelles preuves aussi peut-on apporter? Vous avez parlé tout à l'heure de signes qu'en tant qu'assistante maternelle, vous aviez cru déceler, mais sommes-nous tous formés à détecter sur un bébé des signes d'une maltraitance ou d'un viol? C'est pas sûr. Sans formation, c'est un peu particulier. Pour ma part, il m'a fallu plusieurs mois pour accepter que la petite subissait ce qu'elle subissait. Enfin, pas pour l'accepter dans l'acceptation, mais pour réaliser. Alors, il y a un examen hyper important qui s'appelle anuscopie.
Son gros problème, c'est qu'il ne peut être demandé que par un juge. Donc s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de demande. Mais c'est le seul examen hyper fiable. Ce qui serait très très bien, et là je m'adresse à toutes les associations et à tous les professionnels de l'enfance, ce qui serait vraiment bien, c'est de permettre aux parents qui suspectent, on va dire qui suspectent des viols sur leur enfant, qu'ils puissent demander cela à leur médecin traitant, à leur médecin référent, sans passer par la voie judiciaire, de manière à ce que la preuve soit établie avant même qu'il y ait une démarche judiciaire. Il faudrait qu'il y ait une preuve médicale, une preuve biologique, mais sans qu'elle soit réclamée par le juge, puisque bien souvent, ça ne va pas jusque chez le juge. En fait, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'au regard des difficultés rencontrées des familles une fois que la plainte est déposée, donc la plainte peut être classée sans suite ou autre, et donc le cauchemar continue, c'est d'essayer d'accumuler tout simplement le maximum de preuves possibles pour pouvoir aider votre enfant. Est-ce que c'est un examen qu'on peut faire dans un autre pays si c'est difficile en France ? Dans un autre pays, on peut tout faire. Hein. Je veux dire, que ce soit la Suisse ou le Canada, il n'y a pas de souci. Sauf qu'après, il faut que ce soit validé par la justice. Et le problème, il est là. C'est la validation. Donc, il serait bien de pouvoir apporter des preuves et que la justice en tienne compte. Alors qu'actuellement, dans le fonctionnement, c'est la justice qui demande les examens et qui les valide ensuite. Donc, ça ne tient pas la route, puisque bien souvent, ça ne va pas jusqu'au magistrat compétent. Alors pour conclure, Stéphanie, peut-être sur ce que votre association peut faire, et peut-être que nos spectateurs peuvent faire avec vous. Oui, alors tout à fait. Donc là, pour le moment, l'association Motus est une jeune association qui existe depuis 2 ans, que vous ne trouverez pas sur Internet puisque c'était un choix de l'équipe, puisqu'on estimait ne pas être suffisamment nombreux. On voulait construire une équipe pluridisciplinaire solide. Donc c'est chose faite et nous allons donc commencer par une campagne qui va s'appeler donc Justice l'enfance. Qu'allez-vous faire ? Alors, donc le lancement de cette campagne va être très proche et évidemment du procès d'Outreau. Donc on commencera par cette partie-là. Ensuite, après le procès Outreau, on ne lâche rien. De toute façon, on ne lâchera jamais rien tant que le problème ne sera pas réglé. On continuera avec une campagne qui s'appelle donc Les Balais écarlates. Pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Mocky, ça va leur faire résonance puisque c'est un film qu'il avait fait et qui dénonce, on va dire, la pédocriminalité, mais dans les milieux notables. Et ainsi de suite. Le site sera fourni aussi d'énormément de petites actions que tout le monde peut faire en tant que citoyen. Puisque très très souvent on nous demande, à Laurence et à moi, une fois que les personnes ont compris que waouh, ce qui se passe c'est grave, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne savait jamais quoi leur répondre. Aujourd'hui on a trouvé beaucoup d'idées, donc là tout le monde pourra s'investir, on va dire à son degré, par rapport à son temps, par rapport à ses compétences. Tout le monde peut trouver sa place et surtout tout le monde a l'obligation quelque part d'en trouver une, en tout cas très rapidement, parce que les enfants, eux, n'ont plus le temps d'attendre. Stéphanie Taquet, Laurence Gratton, merci beaucoup. Merci bon à courage vous pour ce de combat. nous avoir accueillis. À bientôt. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis dans cette AJT Plus spéciale pédocriminalité. On se retrouve sur le plateau de l'AJT pour de plus amples informations. À très bientôt.